Merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette très belle journée. C'est assez incroyable de se dire qu'on est au parc de la Villette. Donc on peut se dire que les sciences cognitives sont finalement des vraies sciences. Je remercie aussi les organisateurs pour le choix judicieux de cette conférence à 13 heures dans une salle bien obscure, bien tamisée. Donc vous serez tous aux frontières comme ça de l'éveil et du sommeil et on pourra faire un peu d'exercice pratique. Alors, pourquoi on pourra faire de l'exercice pratique? Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui nous affecte tous. C'est-à-dire que, et peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, mais c'est hier soir, quelque chose d'incroyable, j'espère pour vous, c'est passé, c'est que vous êtes endormis. C'est-à-dire que votre cerveau, qui d'habitude vous sert à traiter toutes ces informations qui vous viennent du monde extérieur, qui vous sert à répondre à votre environnement, tout d'un coup, ce cerveau s'est déconnecté. Alors vous êtes soit tombé dans un sommeil sans rêve, vous n'étiez même pas là, soit vous avez commencé à rêver, donc à avoir comme ça des expériences conscientes de choses qui n'ont rien à voir avec votre environnement, mais le fait est que tout d'un coup votre cerveau s'est mis à ne plus faire ce qu'il fait spontanément pendant la journée. Et puis ce matin, c'est passé quelque chose d'encore plus incroyable, c'est que vous êtes réveillé. C'est-à-dire que cet état est réversible et votre cerveau reprend comme d'ordinaire, à traiter les informations qui lui viennent du monde extérieur. Alors, on peut se demander pourquoi on n'est pas terrorisé chaque nuit de s'endormir avec cette inquiétude de ne pas se réveiller. C'est quelque chose de naturel, on n'y réfléchit pas forcément, surtout quand on n'a pas des vies rêvées extraordinaires. Ça peut être même juste un trou dans la journée, quelque chose auquel on ne réfléchit pas beaucoup, mais quand on y pense, vous avez quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire un même corps, un même organe, le cerveau, qui va vous faire voyager à travers des états de conscience extrêmement variés, donc de l'éveil au sommeil sans rêve, au rêve, et sans qu'on n'y ait pas vraiment de contrôle. On ne contrôle pas le rêve, on ne contrôle pas vraiment l'endormissement, on ne contrôle pas vraiment quand on se réveille. Donc voilà, c'est des choses qui nous arrivent. Et je vais essayer de vous présenter aujourd'hui ce que c'est après tout que le sommeil et comment on l'étudie scientifiquement, comment on étudie le sommeil, comment on étudie le rêve, et aussi comment on étudie pendant la journée ces fluctuations d'attention qu'on appelle communément des rêveries éveillées ou du vagabondage de l'esprit. Alors, contrairement à mes habitudes, je vous ai fait un plan en 4 parties, vous m'excuserez de la 4e, mais je me suis dit quand même que ce serait important de se poser la question de à quoi tout ça sert. Mais on va commencer par tout simplement essayer de définir ce que c'est qu'être endormi, ce que c'est qu'être éveillé. Parce que moi, initialement, j'ai une formation de biologiste, et c'est quelque chose que les biologistes savent très bien faire, d'étudier des choses qu'ils ne savent pas définir. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est très compliqué de définir le sommeil. Ensuite, on va essayer de prendre dans ce diptyque sommeil et éveil le cas du sommeil et de voir comment on peut étudier cette conscience privée qui nous appartient à nous et à nous seuls, que sont les rêves pendant la nuit. Comment on peut l'étudier, comment on peut l'utiliser pour mieux comprendre ce que c'est que la conscience, mais aussi pour mieux comprendre à quoi sert le sommeil. Enfin, dans la 3e partie, nous naviguerons cette fois-ci plus vers l'éveil, c'est-à-dire j'espère, pour la majorité de l'audience, qu'est-ce qui se passe quand on est éveillé, quelle est la dynamique de notre conscience quand on est éveillé, et pourquoi nous passons une si grande proportion de temps à penser à autre chose que notre environnement immédiat. Puisque notre cerveau est cette machine spatio-temporelle assez incroyable où on va passer notre temps à osciller entre la conscience du présent, penser au passé, penser à l'avenir. Pourquoi on fait ça, comment on fait ça, va être le sujet de la 3e partie. Alors dans la dernière partie, comme je vous disais, je voulais aborder l'idée des fonctions, puisque évidemment, si nous passons autant de temps endormis, si nous passons autant de temps à rêvasser, c'est peut-être qu'après tout, cela sert à quelque chose, ou peut-être cela sert à rien du tout, ce qui est aussi une possibilité. Alors dans la première partie, comme je vous disais, on va essayer de définir le sommeil et l'éveil, ce qui n'est pas une chose aisée. La première chose qu'on peut faire, c'est de constater qu'à travers le monde animal, jusqu'ici, on n'a pas trouvé d'espèces animales qui ne dorment pas. Et ça a été exploré vraiment de long et en large. Donc vous avez ici quelques jolies photos d'animaux qui dorment. Tout en haut, vous avez la mouche.
donc le moucheron plutôt, le moucheron dort. Les insectes dorment, les mammifères dorment, les vertébrés d'une manière générale dorment, les poissons dorment, les baleines dorment, les poulpes dorment, les méduses dorment, enfin vous avez compris l'idée, tous les animaux dorment. La plupart du temps, d'ailleurs, on se rend compte que les animaux ont ce besoin vital de dormir, puisque si vous les privez de sommeil, ils meurent. Nous y reviendrons. Si on se concentre sur l'espèce humaine, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Un tiers, c'est quand même quelque chose d'assez important, encore plus dans les premiers âges de la vie, et probablement avec quelque chose qui est extrêmement important pour le bon développement de notre cerveau, son bon fonctionnement et son bon vieillissement. Et quelque chose d'encore plus incroyable à propos du sommeil, c'est sa faculté d'adaptation aux milieux écologiques dans lesquels les animaux vivent. Puisque, par exemple, si on prend l'exemple de nous et des primates, beaucoup de primates vivent dans les arbres, et vous pouvez imaginer que dormir dans un arbre à 40 mètres de hauteur, ça peut parfois être problématique. D'où des adaptations de certains primates, par exemple, à construire des nids. Mais vous avez des situations où dormir est encore plus compliqué. Par exemple, certains oiseaux migrateurs vont en un seul vol quasiment du pôle Nord au pôle Sud, et donc vont être comme ça dans des situations de vol au milieu de l'océan pour des très très longues périodes de temps, nous parlons de semaines. Alors que font-ils ces oiseaux? Eh bien, ils vont dormir avec un seul cerveau à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont comme nous deux hémisphères cérébraux, et ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir un hémisphère cérébral qui dort l'un après l'autre. Et donc on peut, comme ça, être dans des situations de demi-sommeil. Vous allez avoir une partie de votre cerveau qui dort et une autre qui ne dort pas. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre chez les dauphins. Alors pourquoi les dauphins? Les dauphins étant un mammifère, ils ont comme nous des poumons, ils doivent respirer et donc remonter à la surface. Sauf que vous pouvez m'imaginer que garder sa petite narine bien à la surface de l'eau pour une longue période de temps pour pouvoir dormir quelques heures, ce n'est pas vraiment pratique. Et donc ce que font les dauphins, c'est qu'ils nagent en dormant. Et encore une fois, vous avez leur cerveau qui va dormir un hémisphère à la fois pour leur permettre de continuer la nage, c'est-à-dire l'hémisphère qui ne dort pas maintient la routine motrice de la nage, tandis que l'autre hémisphère se repose et ils s'échangent. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation, puisque nous n'avons pas encore trouvé chez l'homme d'individus qui soient capables de dormir un demi-cerveau à la fois, mais c'est des choses qui existent chez certaines espèces animales. Cette adaptation qui, en miroir, du coup, nous montre la nécessité du sommeil. Puisque si des animaux doivent comme ça trouver, et désolé si ça fait très un peu téléologique de dire qu'ils le trouvent, parce qu'au final ce sont bien sûr des adaptations. Vous n'avez pas un dauphin qui s'est réveillé un matin en disant « Eureka, nous allons dormir que d'un cerveau ». Mais si on trouve ces adaptations dans le monde du vivant, c'est parce que très certainement les animaux ne peuvent pas faire sans. Alors, ça c'est bien joli, mais comment on sait au final qu'une mouche dort ? C'est-à-dire que chez nous, ça peut être assez facile, on peut se poser la question les uns, les autres, mais une mouche. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on utilise tout simplement une définition comportementale du sommeil. Et c'est peut-être la définition la plus simple du sommeil, c'est de dire que le sommeil, c'est un moment de notre vie où nous n'allons pas être capables de répondre aux stimulations extérieures. C'est-à-dire qu'en tant qu'animaux, nous sommes animés, et ça va être la perte de cette faculté fondamentale de l'animal de ne pas répondre à son environnement. Alors c'est une perte qui est réversible, puisqu'on se réveille. Donc ce n'est pas du coma, ce n'est pas de l'anesthésie, c'est quelque chose de naturel, spontané, qui va venir et s'en aller. Et c'est des expériences du coup qu'on peut faire tout à fait chez la mouche, où on peut stimuler une mouche et voir si elle répond ou non. Et on peut voir que les mouches, de temps en temps, ne vont pas répondre aux stimulations auxquelles on les soumet. Alors, comment on stimule une mouche? Ça consiste à la secouer, comme un shaker. Alors, le problème de cette définition comportementale du sommeil, qui associe réactivité, mouvement au sommeil, c'est que, des fois, elle se trompe. Par exemple, je suis sûr que vous avez tous entendu du cas du somnambulisme, donc des gens qui littéralement bougent en dormant. Donc là, vous allez avoir des situations où vous avez des individus qui ont l'air d'être réveillés, puisqu'ils sont capables d'évoluer dans leur environnement,
mais qui sont pour autant endormis. Alors, comment on sait qu'ils sont endormis? C'est tout simplement avec une autre définition qu'on peut avoir du sommeil, qui est une définition physiologique du sommeil. Physiologique parce qu'elle vient de l'activité du corps et du cerveau. Alors, pourquoi on a besoin de cette définition physiologique du sommeil? Tout simplement parce qu'elle est très pratique. Parce que si vous pensez à une définition du sommeil qui serait comportementale, réactive, ça voudrait dire qu'en tant que scientifique, si je veux savoir qu'un individu dort, je suis obligé d'essayer d'interrompre, de perturber ce sommeil pour voir si, au contraire, il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est que la plupart du temps, du coup, je vais engendrer éventuellement des réponses et donc je vais réveiller mon dormeur. Donc pour définir le sommeil avec une définition comportementale, la conséquence directe est que je détruis le processus même que je voudrais étudier. Et donc, il a été très important pour les chercheurs qui étudient le sommeil de venir avec une autre définition du sommeil, une définition qui puisse se passer du questionnement, on va dire, du dormeur et qui se repose uniquement sur l'enregistrement, on va dire, passif de ce que fait le corps, de ce que fait le cerveau pour savoir dans quel état de vigilance ou de sommeil un individu est. Alors pour ça, on utilise, pour définir physiologiquement le sommeil, on utilise l'électroencéphalographie, qui est une technique qui va avoir maintenant presque 100 ans et qui est relativement simple. Elle consiste à poser des capteurs à la surface de la tête, donc sur la peau, à travers les cheveux par exemple, et ces capteurs vont enregistrer tout simplement de l'activité électrique. Car vous le savez sûrement, nos neurones sont des cellules électriques. Elles communiquent notamment, enfin en partie, via des messages électriques. Alors vous pouvez vous dire, comment peut-on arriver à enregistrer l'activité d'un neurone, qui est certes électrique, mais qui est une toute petite cellule à l'intérieur du crâne, comment peut-on arriver à enregistrer ça, au niveau à l'extérieur de la boîte crânienne? En fait, cette capacité un peu magique à enregistrer l'activité cérébrale vient du fait que les neurones, dans certaines régions du cerveau, ne sont pas organisés géométriquement au hasard. En fait, ils ont même une sorte d'alignement. Et cet alignement fait que leurs activités, qui sont des propriétés électriques, s'additionnent les unes aux autres. Et donc, ce qu'on enregistre, ce n'est pas l'activité de neurones uniques, mais c'est l'activité de vastes assemblées de neurones. Nous parlons de milliers, centaines de milliers de neurones qui vont s'activer de façon assez similaire ou suffisamment similaire pour que chaque petit champ électrique généré par les neurones va s'additionner, tous les neurones ayant la même direction, de façon à ce que le champ électrique résultant soit suffisamment fort pour pouvoir traverser la boîte crânienne, le liquide céphalorachidien, la peau, etc., et suffisamment fort pour être enregistré via une électrode posée sur le crâne. Alors bien entendu, les signaux qu'on enregistre ne sont pas très très élevés. Vous n'allez pas pouvoir recharger un téléphone en le positionnant sur votre tête. On parle de l'ordre du microvolt, donc 1 millionième de fois plus petit que le volt, qui est peut-être une mesure qui vous est plus familière. Donc c'est vraiment des activités qui sont minuscules, il faut des amplificateurs assez puissants pour pouvoir les saisir, mais si vous allez du côté des ateliers, stands, etc., vous verrez des appareils d'électroencéphalographie. Donc c'est aujourd'hui quelque chose que vous pouvez fabriquer à la maison. Donc il y a des plans pour fabriquer un électroencéphalogramme à la maison, notamment OpenBCI, qui a toutes les instructions nécessaires. C'est des choses que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc l'électroencéphalographie, c'est vraiment un outil simple, commode, bon marché pour enregistrer une activité cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre? En fait, on enregistre une sorte de musique du cerveau, puisqu'on enregistre non pas l'activité de neurones uniques, vous n'allez pas enregistrer des potentiels d'action, des messages individuels envoyés d'un neurone à l'autre, vous allez enregistrer une activité d'ensemble. Donc, il faut voir l'électroencéphalographie comme l'enregistrement d'un concert cérébral. Vous allez avoir différentes aires cérébrales qui vont communiquer suivant différents rythmes. Et ce qu'on enregistre, c'est la résultante de tous ces rythmes cérébraux. Alors, les scientifiques aimant bien les lettres grecques, on a identifié via des lettres grecques les différents rythmes cérébraux qu'on peut trouver dans le cerveau. Ça va de rythmes très rapides, comme le rythme gamma, qui est en général associé à, pour le coup, des activations
spontanée, éventuellement limitée dans le temps, de beaucoup de neurones qui vont décharger, donc qui vont émettre des potentiels d'action tous en même temps. Et puis vous avez des rythmes plus lents. Le rythme alpha, souvent on en entend parler, c'est un rythme plus ou moins à 10 Hz, donc vous avez 10 oscillations par seconde qui se développent à l'arrière de votre tête, au niveau de votre cortex visuel. Dès que vous fermez les yeux, votre cortex visuel se met dans une sorte d'état de repos, il débraye en quelque sorte, et il va générer cette oscillation de repos. Donc c'est des choses qui sont relativement flexibles, comme on va le voir, qui apparaissent, disparaissent. Et puis plus on ralentit en rythme, vous voyez, c'est des rythmes qui ralentissent, et enfin on arrive au rythme delta, et on va beaucoup parler de ce rythme delta, puisque c'est un rythme ralenti qui est prédominant dans le sommeil profond. Donc en analysant les propriétés électriques du signal électroencéphalographique, on va pouvoir essayer de déterminer l'état d'un individu, et notamment s'il est endormi ou éveillé. Alors, ici, je vous présente, ça fait partie, vous voyez, la date 1937-1936. Donc ici, vous avez parmi les premiers articles scientifiques publiés dans des journaux scientifiques qui ont utilisé la technique de l'électroencéphalographie. Et quand ils ont inventé l'électroencéphalographie, en fait, il y a eu beaucoup de réflexions pour savoir si ce qu'ils enregistraient était vraiment un rythme cérébral ou quelque chose de complètement non lié à l'activité du cerveau. Parce qu'après tout, quelle preuve pouvait-on avoir que ce qu'on enregistre quand on met une électrode sur le cerveau correspond bien à l'activité du cerveau? Un moyen simple de tester si l'activité qu'on enregistre correspond à quelque chose de pertinent pour le cerveau, c'est tout simplement d'enregistrer quelqu'un qui s'endort. Là où vous avez un changement a priori net de ce que fait le cerveau, puisque vous passez d'une personne qui est capable de parler, bouger, décider, etc., à une personne qui dort. Et ça a été cet enregistrement que vous voyez là. Donc ici, vous avez 1 seconde. Donc vous avez quelques secondes d'un enregistrement où vous passez ici de l'éveil à ici du sommeil. Donc c'est extrêmement rapide et en effet, comme vous pouvez le constater vous-même quand vous endormez, on peut s'endormir de façon extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'endort? Vous avez cette transformation d'une activité plus rapide à une activité plus lente. Donc votre cerveau, comme ça, va décélérer et les rythmes, les oscillations rapides sont remplacées par des oscillations lentes. C'est quelque chose qui est évidemment réversible. C'est-à-dire ici, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un individu qui dort, vous voyez que le signal est un peu plus plat, il va avoir tendance à être plus lent aussi. Et ici, vous avez des sons qui sont joués, qui sont marqués par les petits traits comme ça. Donc c'est différents enregistrements qui ont été collés ensemble. Ce que vous pouvez voir, c'est juste après un de ces traits, paf, vous avez comme ça une réapparition de rythme plus rapide, ce rythme alpha notamment dont on parlait. Donc, ce que vous avez, c'est ici l'endormissement, ici le réveil, et cette bonne correspondance entre l'activité cérébrale et l'état de l'individu. Quand on s'endort, ça ralentit. Et pendant longtemps, on en était resté là. Donc, le sommeil, c'est un ralentissement de l'activité cérébrale qu'on peut mesurer via l'électroencéphalographie. Alors, ce ralentissement de l'activité cérébrale, maintenant on a des techniques un peu plus forcément sophistiquées pour l'analyse du signal. On peut notamment pas essayer de regarder s'il y a tel rythme rapide ou pas, mais on a des outils mathématiques tout simplement pour quantifier les différents rythmes cérébraux. Donc c'est ce que cette jolie figure nous montre. Ici vous avez un axe qu'on appelle l'axe des fréquences. Et en couleur, vous avez codé l'énergie pour une fréquence donnée. Quand c'est rouge, il y a beaucoup d'énergie. Quand c'est bleu, il y en a moins. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ici, vous avez une personne éveillée. Cette personne éveillée, en fait, on lui demande d'appuyer sur un bouton quand il y a des sons. Et vous voyez, en vert, c'est quand elle répond correctement. Et en rouge, c'est quand elle ne répond pas correctement, c'est-à-dire elle oublie de répondre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que tant que la personne est éveillée et semble bien répondre aux informations qu'on lui donne, vous avez énormément d'énergie ici, dans cette bande à 10 Hz dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la bande alpha. Et puis vous pouvez voir que petit à petit, plus on se rapproche de l'endormissement, plus cette bande alpha devient discontinue et commence à disparaître. Et ce qu'on voit, c'est apparaître de l'énergie dans des fréquences beaucoup plus basses, qui s'associe de façon assez claire et assez nette à cette disparition ici des réponses. Donc vous avez ici vraiment un moyen de remplacer cette nécessité d'aller perturber le dormeur, et vous pouvez juste prendre ici ce ratio entre fréquence rapide et fréquence lente pour pouvoir dire « mon individu s'est endormi ».
Le problème, c'est que tout ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'au début, quand on faisait des enregistrements d'électroencéphalographie, on faisait ça sur du papier. Il n'y avait pas d'ordinateur, et donc tout était inscrit comme ça avec de l'encre sur du papier, et donc vous pouvez imaginer que ça fait des grosses piles de papier, si on veut enregistrer par exemple toute une nuit. Donc typiquement, les enregistrements de sommeil, en fait, étaient relativement courts. On a l'individu qui s'endort, le cerveau a ralenti. Pourquoi s'embêter à aller enregistrer comme ça 8 heures un cerveau qui fait à peu près la même chose? Sauf que, au bout d'un moment, dans les années 50, donc à peu près une vingtaine d'années après les premiers enregistrements de sommeil en électroencéphalographie, les gens se sont rendus compte qu'il se passait un truc bizarre. Et qu'il y avait des périodes du sommeil où l'activité cérébrale changeait, donc elle n'avait plus du tout cet aspect lent qui la caractérisait d'habitude, mais au contraire, elle retrouvait des caractéristiques proches de l'éveil, donc des activités rapides, relativement désynchronisées, donc quelque chose de très très similaire à l'éveil, et surtout quelque chose d'encore plus bizarre, c'est que dans ces périodes-là, les gens avaient tendance, alors genre si ça la déclenche toute seule, oui, on pouvait voir aussi, j'espère que vous voyez bien la vidéo, des individus bouger leurs yeux derrière les paupières closes alors qu'ils étaient endormis. Alors là, on a quelque chose d'extrêmement bizarre parce que vous regardez votre cerveau, il a l'air éveillé. Vous regardez même le visage de l'individu qui dort, il a l'air éveillé, puisqu'il bouge les yeux. Et pourtant, il est endormi. Notamment, il n'a aucun tonus musculaire. Vous soulevez son bras, le bras tombe. Donc, en français, puisqu'on est peut-être un peu plus lyrique, on a appelé ça le sommeil paradoxal, puisque vous avez un état paradoxal où vous avez un cerveau éveillé et un corps endormi, et des yeux qui bougent. Les Américains, peut-être plus pragmatiques, ont appelé ça le sommeil à mouvement oculaire rapide, puisqu'on voit des mouvements oculaires rapides. Donc vous verrez sûrement dans les diapos, soit j'emploierai le terme sommeil paradoxal ou SP, soit le terme REM pour Rapid Eye Movement. Donc on a ces deux types de sommeil. Un sommeil qui se caractérise par une activité lente du cerveau et un sommeil qui se caractérise par des activités plus rapides. Mais une autre... désolé, voici un peu un résumé. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Je pense que vous avez beaucoup entendu le terme. Donc les cycles de sommeil sont les unités, on va dire, un peu élémentaires de votre nuit. En fonction des individus, on en fait 3, 4, ça peut aller jusqu'à 6, 7. Donc ils ont une durée éventuellement variable d'un individu à l'autre, mais ils sont en général tous constitués à peu près de la même manière. Vous commencez à l'éveil, vous passez en sommeil léger, de plus en plus profond, vous pouvez voir ce ralentissement de l'activité cérébrale. Ici, vous avez l'électroencéphalogramme, vous pouvez voir qu'en sommeil profond, les amplitudes sont beaucoup plus importantes. On a aussi des ondes beaucoup plus lentes. Et puis tout d'un coup, très rapidement, vous allez passer au sommeil paradoxal, ce sommeil REM, où l'activité cérébrale est très difficile à distinguer de l'éveil, mais vous allez avoir une absence de tonus musculaire, un individu profondément endormi et des saccades effectuées derrière les yeux clos. Tout ceci va durer en moyenne chez un dormeur normal à peu près 1 heure, puis vous allez faire un autre cycle, puis vous allez faire un autre cycle, et vos cerveaux vont, comme ça, de cycle en cycle, passer du sommeil lent profond au sommeil paradoxal, etc., etc., etc. Alors ça, c'était pour la définition électrophysiologique. Mais, vous allez me dire, c'est pas tout, puisque pour l'instant, on n'a pas encore parlé de rêve. Et ça va être la définition, on va dire, phénoménologique du sommeil. Alors, désolé pour le nom compliqué. Par phénoménologie, on entend tout simplement l'expérience subjective, c'est-à-dire ce que vous ressentez. Et en effet, lorsque l'on rêve, de temps en temps, on ressent quelque chose qui se contraste aux périodes de rêve où on se rappelle de rien. Ces rêves, qu'on va définir par cette expérience consciente qui est bien dissociable de l'environnement, sont extrêmement diverses. Ça peut être des aventures fantastiques, vous combattant des dragons. Ça peut être des choses anxiogènes. Oubliez de mettre vos vêtements en allant à l'école. Je pense que beaucoup dans la salle auront eu ce rêve-là d'enfant. Ça peut être rêver de ne pas se réveiller, de rater un examen. Ça peut être aussi des fois juste d'avoir des consciences d'être là, sans vraiment avoir de contenu, ce qu'on va appeler un rêve blanc. Donc vous êtes endormi, mais vous n'êtes pas inconscient. Il n'y a rien de bien particulier qui occupe le sujet de votre conscience. L'image que je vous ai mise ici est ce qu'on interprète parfois, en tout cas c'est une interprétation que Michel Jouvet en a faite. Michel Jouvet qui était un neurologue
et un des découvreurs du sommeil paradoxal, de ce qui pourrait être la première représentation que nous connaissions d'un rêve. Donc 15 000 ans avant Jésus-Christ, dans la grotte de Lascaux, vous avez cet individu allongé, entouré de formes un peu bizarres, donc peut-être un rêve de chasse. Je reviendrai sur cette image plus tard. Donc, je voulais conclure un peu d'abord cette première partie sur cette complexité de définir le sommeil, puisqu'il n'y a pas de définition unique. Vous allez voir, on peut prendre une définition comportementale, on peut prendre une définition physiologique, on peut prendre une définition subjective. Et ces trois définitions, si la plupart du temps vont concorder, des fois elles ne concordent pas. Par exemple, dans le somnambulisme, vous avez des gens qui vont bouger en dormant. Ou vous pouvez avoir aussi des états un peu confus, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des hallucinations pendant la journée, donc sont-ils en train de rêver? On ne sait pas vraiment. Donc des définitions multiples, complexes, et comment donc, en tant que scientifique, on essaye de naviguer cet espace et d'étudier ces phénomènes que l'on peut malheureusement des fois étudier seulement ou approcher, accéder indirectement. Alors, une des premières choses qu'on peut faire, c'est tout simplement demander aux gens. Notamment quand on s'intéresse aux rêves, c'est peut-être la chose la plus naturelle à faire. Des études récentes, par exemple, ont détruit une sorte de mythe ou de préconçu qu'on pouvait avoir parmi les scientifiques eux-mêmes. C'est qu'on avait eu tendance à associer sommeil paradoxal et rêve. En effet, ça paraissait évident. Vous avez deux types de sommeil, comme je vous disais. Un sommeil où vous avez un cerveau ralenti, un sommeil où vous avez un cerveau, au contraire, qui a une activité semblable à l'éveil. Comme vous avez aussi deux types de sommeil, un sommeil sans rêve et un sommeil avec rêve, il était assez naturel de penser que vous avez un type physiologique de sommeil, ce sommeil rapide qui correspond au rêve, et un type de sommeil, le sommeil lent, qui correspond au non-rêve. Et pendant longtemps, la science en était plus ou moins restée là. Bien entendu, on savait que ce n'était pas aussi propre, jusqu'à des études où on a commencé quand même à essayer de quantifier les choses précisément. Alors on a utilisé une approche dans cette étude extrêmement compliquée, qui consiste à réveiller les gens et à leur demander s'ils étaient en train de rêver. Vous pouvez voir, c'est vraiment il fallait arriver en 2013 pour avoir accès à ce genre de technique. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en sommeil REM, donc sommeil paradoxal, vous avez, la plupart des gens, en effet, les gens vous disent que soit ils sont conscients, donc ils sont capables de dire oui, j'étais en train de rêver de ça, soit ils étaient conscients mais ils ne s'en souvenaient pas de ce dont ils étaient conscients, et puis 10% du temps, ils vous disent non, je n'étais pas en train de rêver. Mais quand même, ça veut dire qu'en sommeil paradoxal, si vous réveillez quelqu'un, 90% du temps, les gens vont rêver. Vous pouvez faire l'expérience à la maison, vous regardez quelqu'un en train de dormir, si les yeux bougent derrière les paupières, là, paf, vous les réveillez et vous leur demandez, normalement, ils étaient en train de se souvenir d'un rêve. Notamment si c'est des personnes qui vous disent qu'ils ne rêvent jamais, c'est une bonne façon de leur démontrer que tout le monde rêve. Si vous faites la même chose dans d'autres stades de sommeil, donc ça c'est ce sommeil lent qui est divisé en général en 3 sous-catégories, du plus léger au plus profond, vous pouvez voir que même en sommeil profond, en fait, à peu près 20-25% des cas, les gens disent qu'ils étaient en train de rêver. La plupart du temps, ils ne s'en souviennent pas, mais c'est seulement dans 40% du cas qu'ils vont dire qu'ils n'étaient pas en train de rêver. Donc en fait, quand on réveille les gens, on se rend compte qu'on est conscient pendant une très très grande partie de la nuit. Et c'est que seulement une minorité de la nuit, où si vous allez réveiller, là vous allez avoir quelqu'un qui vous dit « Ah non, j'étais pas là ». Et donc même si on se réveille et on n'a aucune sensation d'avoir été conscient, on ne se souvient aucun rêve, en fait ça c'est un problème juste d'amnésie, c'est-à-dire toutes les nuits vous passez très certainement énormément de temps à penser à des trucs. Et donc, du coup, au lieu d'avoir cette séquence, un peu comme je vous disais, où vous avez des individus conscients de l'environnement, etc., puis qui deviennent inconscients, et puis qui commencent à rêver, ce qu'on voit dans beaucoup aussi de livres ou d'articles sur la conscience, c'est ce qui disparaît quand on s'endort et c'est ce qui revient quand on rêve. En fait, pour une grosse partie de votre temps de sommeil, vous allez être conscient, peut-être une conscience un peu moins riche, un peu plus simple, mais c'est assez rare au final, les moments où on est complètement inconscient pendant le sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui se voit très bien quand on contraste le sommeil avec d'autres expériences d'inconscience, comme l'anesthésie générale. Donc j'ai eu cette grande chance d'avoir été anesthésié dans ma vie, et je peux vous dire que c'est complètement différent du sommeil. C'est-à-dire que vous avez vraiment un sentiment de coupure, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne savez pas combien de temps s'est passé, c'est un trou noir.
La plupart du temps, quand on se réveille le matin, même si on n'a pas de souvenir de rêve, on a une idée du temps qui s'est écoulé et on a une idée que on ne se réveille pas forcément de nulle part, même s'il y a des individus qui ont cette sensation-là. Parce que c'est aussi quelque chose de très important avec le sommeil, c'est de ne pas négliger les différences interindividuelles. Vous avez des gens qui rêvent énormément, qui se réveillent même fatigués tellement ils ont rêvé, et vous avez des gens pour qui le sommeil est un trou noir. Donc on a aussi comme ça, au-delà de la moyenne, des différences interindividuelles extrêmement fortes. Alors, quand on s'intéresse aux rêves, de temps en temps, ça peut laisser les scientifiques sceptiques. Pourquoi ? Parce que les rêves, c'est quelque chose que les gens racontent. Et il y a beaucoup de scientifiques qui n'aiment pas se baser sur, faire confiance en fait sur les dires de quelqu'un. Et donc il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'existence des rêves. Notamment, vous avez très tôt des gens comme Alfred Maury, qui a eu un célèbre rêve où il rêvait en fait d'être guillotiné. Donc c'était après la terreur, c'était le genre de sujet d'actualité. Et en fait, il s'est rendu compte que son rêve de la guillotine survenait du fait que, en rêvant, un plat qui était posé sur la tête de lit était tombé sur le cou. Et donc son rêve très complexe de guillotine, il y avait Robespierre, il y avait Danton, etc., il s'est rendu compte qu'en fait, il avait très certainement été créé en un instant, au moment même du réveil, par cette assiette qui tombe sur son cou. Et donc il s'est posé vraiment la question du coup de la réalité des rêves. Est-ce que ces rêves existent ou c'est juste quelque chose que j'ai fabriqué comme ça à l'instant ? J'avais l'impression que c'était d'une très longue durée, mais en fait, très certainement, c'était très court. Sujet qui a été alimenté par un philosophe, Daniel Dennett, avec cette théorie de la cassette, comme quoi le cerveau enregistrait de façon complètement inconsciente ce qui se passe pendant la nuit, et on transforme ça en rêve en se réveillant. Alors je vous rassure, on a quand même beaucoup de preuves que les rêves existent, mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas triviale, de se poser la question de savoir s'ils existent vraiment. Et peut-être qu'une des meilleures preuve de l'existence des rêves, ce sont certains patients, des individus humains du coup, qui ont le malheur d'avoir une lésion au niveau de leur tronc cérébral qui font que cette atonie musculaire dont je vous parlais pendant le sommeil paradoxal, donc cette paralysie des membres, est levée. Ils ne sont pas paralysés pendant le sommeil paradoxal et donc ils bougent. Et ils effectuent... On va le faire comme ça. Non, toujours pas. Voilà, parfait. Donc c'est des individus qui vont tout simplement bouger pendant leur rêve. Donc ça, c'est un patient. Donc on a bien entendu les autorisations pour partager ce genre de vidéo, puisque ça a été publié dans un article. Mais c'est un patient qui a été suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service d'Isabelle Arnulf, qui est un patient ce qu'on appelle RBD, ou trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc c'est des individus qui n'ont pas d'atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal et qui vont produire les mouvements de leur rêve. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on peut suivre comme ça un peu le développement du rêve et on peut leur demander après si ce dont ils se souviennent correspond à ce qu'ils ont fait. Et la plupart du temps, oui. Donc vous allez avoir comme ça des modèles qui peuvent être aussi des modèles animaux. Ici, ça va être un chat où on a reproduit chez un chat la même lésion que ces patients. Donc cette fois-ci, c'est quelque chose qui a été induit. Et vous allez avoir un chat comme ça en sommeil paradoxal qui va commencer à effectuer des mouvements. Vous pouvez voir, c'est des mouvements assez proches de la vie réelle, mais aussi relativement décousus. On va chasser, on va se poursuivre la queue, on va commencer à se faire la toilette. Donc quelque chose qui a l'air quand même de correspondre un peu à la phénoménologie du rêve, chez les individus humains, bien entendu. Et puis, récemment, peut-être que vous avez vu cette vidéo, ça avait tourné pas mal il y a quelques années, d'un poulpe qui est dans une position assez peu particulière. Chez les poulpes, d'habitude, ils ne sont jamais trop comme ça dans un coin de l'aquarium. C'est plus quand ils se mettent à dormir qu'ils vont être en position comme ça, immobile. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que ce poulpe a des variations de la couleur et de la texture de la peau qui sont extrêmement vives, extrêmement rapides, qui sont en général le genre de variations qui se déroule lorsque le poulpe explore son environnement et essaye de se camoufler dans son environnement. Alors là, vous avez un poulpe immobile qui peut-être tout simplement est en train de rêver. Il est en train de rêver qu'il nage et son corps a des réactions physiologiques qui sont concordantes, même si ça n'a rien à voir avec son environnement. Donc on peut utiliser comme ça le comportement pour étudier les rêves, mais attention, ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose au niveau du corps que ça reflète nécessairement ce qu'on voit au niveau de l'esprit. Je voulais revenir à cette image, puisque vous pouvez poser la question, mais
pourquoi on a interprété cette image comme celle d'un rêve. En fait, il y a un indice qui est celui-ci. C'est une érection. Une érection vieille de 15 000 ans qui, en fait, traduit le sommeil paradoxal. Donc c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, donc 80% du temps de sommeil paradoxal chez l'homme est passé en érection. Je rassure ces dames qu'il y a un mécanisme physiologique correspondant, donc notamment une irrigation des parties génitales chez les femmes pendant le sommeil paradoxal aussi. Cela n'a rien à voir avec le contenu des rêves. Donc on peut avoir comme ça des réactions physiologiques qui sont observables depuis l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément en lien avec ce dont l'individu est en train de faire l'expérience. Donc il faut faire aussi attention quand même à surinterpréter ce qu'on voit depuis l'extérieur. D'où la nécessité de continuer à poser la question aux gens. Alors, muni de ces outils, de ces capacités d'éclairer le sommeil, on a quand même appris beaucoup de choses sur le sommeil. Notamment le sommeil, quand on regarde l'activité cérébrale, on se rend compte qu'il y a une désactivation de notre cortex préfrontal quand nous sommes en sommeil paradoxal, probablement qui pourrait expliquer pourquoi on a cette perte d'agentivité, de contrôle pendant le rêve. On a aussi observé que pendant le sommeil paradoxal, notre tronc cérébral envoie des images au cerveau. Normalement, les cortex sensoriels sont connectés à nos organes sensoriels. Pendant le sommeil paradoxal, au contraire, ils vont recevoir des informations qui viennent de l'intérieur. Ces ondes qu'on a appelées les ondes PGO, pontogéniculo-occipitales, qui pourraient être comme une sorte de marionnette, venir titiller notre cortex et venir générer ces images dont on fait l'expérience pendant le rêve. On a pu aussi montrer qu'on pouvait prédire les rêves, c'est-à-dire que si vous regardez l'activité cérébrale du cerveau, vous allez voir qu'elle n'est pas tout à fait homogène et que vous allez avoir des régions cérébrales qui dorment plus profondément que d'autres. Cette profondeur du sommeil, en pratique, on peut l'enregistrer via ces ondes lentes, ces ondes delta dont je vous parlais au début. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand les individus rêvent, que ce soit en sommeil paradoxal ou en sommeil lent, ça correspond à un léger réveil ici au niveau des aires postérieures du cerveau. Donc dès que ces aires-là se rapprochent un peu de l'éveil, ça va être associé en général à une activité consciente. Comme si le cerveau oscillait un peu entre deux eaux, quand certaines régions cérébrales sont trop profondes en étant conscient, et puis dès qu'elles se réveillent un peu, on devient conscient, et puis si elles vont encore plus loin, on se réveille complètement. Cette capacité comme ça à enregistrer le sommeil est très intéressante, puisque ça nous donne pas seulement la capacité de prédire le sommeil, mais aussi de reconstruire le sommeil. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits en imagerie cérébrale, où ils ont scanné des gens alors qu'ils étaient en train de s'endormir, puis ils les ont réveillés, ils leur ont demandé à quoi ils pensaient. Et via des approches d'apprentissage machine, on peut en fait essayer d'associer le rapport de rêve à l'activité cérébrale de façon à pouvoir reconstruire dans d'autres rapports de rêve ce à quoi ils pensaient avant même de leur demander. Donc c'est des choses qui sont maintenant possibles, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer. Alors là, bien entendu, il faut un scanner, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter à la maison. Mais vous pouvez comme ça avoir une petite idée de non seulement si les gens rêvent, mais de quoi. Vous pouvez aussi influencer le contenu des rêves. Comme je vous disais, quand on rêve, de temps en temps, on a ces activations locales au niveau du cerveau qui vont déterminer le rêve. Si vous les accentuez un peu, notamment en appliquant des stimulations électriques sur des aires cérébrales données, par exemple ici, les aires sensoro-émotrices, vous pouvez faire que des individus vont rapporter plus de rêves de mouvement que de rêves de sensations corporelles ou somatosensorielles ou visuelles, etc. Donc vous pouvez comme ça aider le dormeur à avoir des rêves en particulier. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant qui s'est développé dans ces dernières années, cette capacité vraiment d'enregistrer le rêve en temps réel. Au laboratoire dans lequel je travaille, Isabelle Arnulf et Delphine Houdiette utilisent une autre approche pour étudier le rêve qui est celle du rêve lucide. Alors le rêve lucide, c'est quoi? C'est tout simplement un rêve où vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver. Ça arrive chez la majeure partie des individus au moins une fois dans la vie, mais ça reste relativement rare. Après, il y a des individus qui s'entraînent, on peut s'entraîner à avoir des rêves lucides, ou tout simplement qui ont des rêves lucides de façon plus spontanée, notamment quand on est jeune, on en fait plus, ou lorsqu'on est aussi narcoleptique. Le rêve lucide, il n'est pas seulement intéressant parce que les gens prennent conscience de leur rêve, il est aussi intéressant parce que des fois, ils prennent contrôle de leur rêve. Ils sont capables d'effectuer des mouvements dans leur rêve, ils sont capables de décider le contenu de leur rêve. Et notamment, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si leur corps est paralysé,
puisqu'ils sont en train de dormir, on va avoir une capacité à bouger les yeux pendant qu'ils dorment, puisqu'ils conservent ce contrôle des yeux. Et notamment, ils peuvent nous envoyer des codes via des mouvements oculaires qu'ils sont en train d'avoir un rêve lucide. Ces codes, on les enregistre via l'électrooculagramme. L'électrooculagramme, c'est rien qu'un électroencéphalogramme mis autour des yeux. Vous enregistrez comme ça des courants électriques générés par les mouvements oculaires. Si vous regardez à droite, à gauche, ça donne ça. Ben, ce qu'on voit, c'est des rêveurs lucides comme ça qui, pendant leur sommeil, vont commencer à bouger les yeux de droite à gauche et vous indiquer qu'ils sont en train d'avoir un rêve lucide. Alors cette capacité est incroyable parce que du coup, elle vous permet de faire plein de choses. Dans cette étude, Isabelle et Delphine ont demandé à des dormeurs, ils voulaient tester en fait si les dormeurs avaient d'autres contrôles que les yeux. Et donc ils leur ont dit, dès que vous êtes lucide, vous allez rêver que vous plongez comme ça dans une piscine, et vous allez retenir votre respiration parce que vous êtes sous l'eau, et vous allez sortir de la piscine, et puis vous allez nous faire un code pour nous dire que vous êtes sorti de la piscine. Voici ce qu'on obtient. Les sujets sont en sommeil paradoxal. Ça se voit par le tonus musculaire extrêmement plat. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez imiter ou falsifier. Ils font le code pour dire qu'ils font un rêve lucide. Et là, vous voyez la respiration. Respiration continue et puis tout d'un coup, rien. Pendant quelques secondes, ils vont s'arrêter de respirer. Ils sortent de la piscine, ils s'apprennent à respirer et puis ils font le code oculaire pour dire qu'ils sont sortis de la piscine. Donc là, vous avez un rêveur qui se souvient qu'on lui a dit quand tu seras endormi, quand tu seras conscient de ton rêve, tu vas faire ce petit truc, et il le fait. C'est-à-dire que vous avez comme ça cette situation incroyable, vous avez votre sujet qui vous fait une expérience dans son sommeil. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont réussi aussi à communiquer, à dialoguer avec des rêveurs lucides pendant qu'ils dormaient. C'est-à-dire, encore une fois, ils sont capables de faire ces codes oculaires. Donc ces codes oculaires, on peut les utiliser pour leur poser des questions et avoir un code pour dire oui ou non. Ou on peut utiliser aussi des contractions faciales, parce qu'ils sont capables aussi de bouger légèrement les muscles de la face. Par exemple, dans cette expérience-ci, ils ont posé des questions, soit à des rêveurs lucides qui répondaient via des codes oculaires, on leur posait des questions mathématiques en morse. Vous imaginez quand même la complexité du truc. Donc 4 moins 0 en morse, et ils devaient répondre toujours en morse la réponse à cette opération pendant qu'ils étaient en train de dormir. Dans cette autre expérience, on leur a demandé tout simplement des questions personnelles. Par exemple, ici, est-ce qu'ils aiment le foot ? Et le sujet, qui n'était pas au courant des questions qu'on allait lui poser, qui répond avec un code qui avait été déterminé à l'avance comme signifiant non. Après, on lui demande s'il aime le chocolat, et il répond oui. Donc voilà, vous avez cette capacité de dialoguer avec des gens pendant qu'ils dorment. Et ce qui est très intéressant, c'est de leur demander après comment c'était pour eux de faire cette expérience. Et vous avez des rapports de rêve qui sont extrêmement intéressants avec des gens qui vous disent qu'ils entendaient les voix des expérimentateurs à travers la radio, donc ils essaient d'augmenter le volume de la radio pour mieux les écouter, etc., etc. Donc vous avez cette situation incroyable où vous avez votre rêve et votre réalité qui se mélangent, et on est capable d'étudier ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Une autre chose très intéressante qu'on peut faire avec ce modèle-là, et ça c'est le travail toujours à la Pitié-Salpêtrière de Jean-Baptiste Marancy, qui est un psychiatre qui s'intéresse beaucoup aux émotions pendant le rêve. Parce qu'on peut avoir des rêves avec différentes émotions, mais on ne sait pas vraiment quelle est la dynamique des émotions pendant le rêve. Grâce à cette technique des commandes faciales pendant le rêve, on peut tout simplement leur demander de nous indiquer leurs émotions en temps réel. Ici, vous avez un épisode d'1 minute de rêve, individu en sommeil paradoxal, qui fait des signaux, soit d'émotions positives ici quand il souriait, soit d'émotions négatives quand il fronçait les sourcils. Et on a pu retracer le rapport de rêve obtenu a posteriori avec le moment précis du rêve en utilisant justement ces indices. Puisque a posteriori, le sujet nous disait que quelqu'un courait après lui et du coup, il arrivait à s'échapper, il était content. Et en effet, au début, il nous fait 2 signaux comme ça d'émotions positives. Puis il s'est fait rattraper, du coup, il était triste. Et en effet, juste après, il nous fait un indice comme ça d'une émotion négative. Et puis après, il ne se souvient plus vraiment. Mais nous, on voit qu'il nous a fait quand même 2 codes où il était content. Donc on peut même aller au-delà de ce qu'il nous raconte. Et surtout, on peut le replacer comme ça, temporellement, en temps direct. On peut savoir quelles émotions cet individu-là a eu à quel moment. Alors, ces rêves, ils ne sont pas seulement réels, ils ne sont pas seulement présents, ils sont même omniprésents et on est capable de les étudier, soit à travers l'imagerie, soit à travers ces rêveurs spéciaux que sont les rêveurs lucides. Maintenant que votre attention est bien, on va dire, usée, je voulais finir sur, cette fois-ci, l'éveil. Et cette notion que le rêve et la rêverie ne sont peut-être pas si éloignés que ça.
Alors ça, c'est quelque chose qui a émergé de façon assez récente dans notre conceptualisation scientifique du sommeil. On était parti d'une idée que le sommeil était assez binaire, soit votre cerveau est endormi, soit il est réveillé. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gradients. En fait, il y a beaucoup de teintes, de nuances de sommeil. De temps en temps, vous pouvez avoir un cerveau qui est partiellement réveillé. Ça va être le cas du somnambulisme, par exemple. Ou de temps en temps, vous allez être éveillé, j'en vois précisément dans la salle, avec un petit cerveau endormi. Alors, quelles conséquences ça peut avoir? C'est des études qui ont déjà été menées chez l'animal. Si vous privez de sommeil des animaux, un rat par exemple, alors comment on prive de sommeil un rat? On lui donne une roue. Les rats adorent la roue. Si vous lui donnez une roue, il arrête de dormir. C'est simple. Donc, quand on leur donne comme ça une roue, ils font un peu la fête et ils y vont un peu trop loin. Et ce qu'on peut voir, c'est dans leur activité éveillée, on va voir ces ondes delta dont je vous parlais. De plus en plus le rat est éveillé. Ces ondes delta, elles sont intéressantes parce qu'elles correspondent à un moment de silence de vos neurones. Ils s'arrêtent de s'activer. L'onde delta est générée par ce silence neuronal. Forcément, si vos neurones ne sont plus actifs, vous n'êtes plus capable de faire ce que vous êtes capable de faire à l'éveil. Alors ces silences neuronaux, ces petits épisodes de sommeil local, ils répondent très bien à la privation de sommeil, mais surtout, ils prédisent vos erreurs comportementales, enfin en l'occurrence celle du rat, dans une tâche. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes capable de dire quand les gens vont se tromper en enregistrant ces silences neuronaux. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de pousser cela un peu vers la sphère humaine, on va dire, et de voir si ces moments de ralentissement cérébraux qui ressemblent à du sommeil sans être du sommeil, puisque vous avez des individus qui sont somme toute éveillés, est-ce qu'ils sont capables de prédire quand on a des pertes d'attention? C'est-à-dire soit qu'on pense à rien du tout, on a un blanc mental, tout d'un coup, on ne sait plus à quoi on était en train de penser, ou alors on commence à penser à nos vacances, à ce qu'on n'a pas acheté, ou en allant au supermarché, etc. Donc ce qu'on appelle le vagabondage mental. Alors, le vagabondage mental, ou plutôt les moments de déconcentration, il ne faut pas se culpabiliser quand on en a, tout le monde en a, et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'en moyenne, et c'est des choses qu'on va répliquer dans cette étude, quand on demande aux gens, on les interrompt, on leur demande « est-ce que vous étiez concentré sur l'exercice qu'on vous demandait de faire ?» La moitié du temps, ils répondaient non. Et ça, c'est quelque chose de relativement, on va dire, général quand on demande aux gens, quelle que soit l'activité. La plupart du temps, au moins la moitié du temps, on n'est pas concentré sur ce qu'on est en train de faire tout le temps. Dans certaines activités, même, penser à autre chose est constitutif de l'activité même. Si vous regardez un film, si vous lisez un livre, il est tout naturel d'avoir des pensées qui vous surviennent parce que ça vous fait penser à des trucs. De la même manière, quand je vous parle, c'est tout à naturel de penser à des choses personnelles. C'est aussi à ça que sert notre cerveau. Alors, en l'occurrence, ici, nous, on l'a étudié en rapport au comportement. Parce que vous pouvez vous dire, quand même, penser à autre chose quand vous êtes en train de conduire, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc nous, on a essayé de voir si ces divagations de l'esprit avaient des conséquences au niveau du comportement. Et oui, c'est-à-dire que, bien évidemment, quand les gens pensent à autre chose ou quand ils pensent à rien du tout, ils vont être moins bons, ils vont avoir des performances qui baissent. Donc c'est des choses qu'on peut quantifier au niveau du comportement. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi affiner ça. C'est-à-dire quand on regarde leur temps de réponse, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle ils répondent, ce qu'on voit, c'est que quand ils pensent à autre chose, ils ont tendance à accélérer. Ils deviennent un peu impulsifs. Alors que quand ils ont des blancs, ils ont tendance à ralentir. Ils deviennent un peu lents. Donc vous avez quand même cette notion qu'il y a différents moyens d'être déconcentré. De temps en temps, on est trop rapide, et puis de temps en temps, on est trop lent. Alors, la rêverie éveillée et le blanc mental, même si tous les deux correspondent à des expériences subjectives différentes, dans un cas, vous pensez à quelque chose, dans un cas, vous pensez à rien du tout, ils sont tous les deux associés à des baisses de vigilance. Donc, en moyenne, les gens se sentent fatigués et on peut aussi le voir dans leur pupille, puisque la pupille est un bon marqueur de vigilance. Nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est si ça correspondait à du sommeil. Donc, on a pris nos ondes de sommeil et on a essayé de les chercher dans l'activité cérébrale d'individus éveillés et on arrive à les trouver. Et elles corrèlent assez bien avec le sentiment de fatigue, la taille de la pupille, donc elles indexent quand même assez bien. Plus on en voit, en général, plus les gens sont fatigués. Ce qui est intéressant de ces ondes, c'est qu'elles sont brèves, elles sont localisées dans le temps et dans l'espace, et donc on peut essayer de se servir de cette information d'ondes lentes pour essayer de prédire le comportement des individus. C'est une approche assez classique en imagerie cérébrale, où vous prenez un, on va dire, signal de votre imagerie cérébrale, et vous essayez de l'associer à un comportement. Et ce que vous obtenez, c'est des cartes statistiques qui vous indiquent
si le marqueur que vous utilisez, en l'occurrence cette onde lente, est informative ou pas pour une variable comportementale. Donc désolé si ça devient un peu technique, mais c'est aussi intéressant à mon avis de vous montrer justement des choses un peu techniques. Vous avez ici différents types de comportements. Donc les fausses alarmes, c'est quand on est impulsif, quand on répond alors qu'on n'était pas censé répondre. Eh bien, les fausses alarmes, on est capable de les prédire avec ces informations de sommeil quand elles apparaissent vers l'avant du cerveau. Ce qui est assez raccord avec la fonction de l'avant du cerveau dans le contrôle du comportement. Donc quand ces régions cérébrales se désengagent, quand elles commencent à s'endormir un peu, eh bien, vous n'êtes plus capable de contrôler votre comportement, vous devenez impulsif. A l'inverse, quand vous les voyez à l'arrière du cerveau, vous ralentissez. Et c'est quelque chose qu'on voit au niveau des temps de réaction. Une onde lente à l'avant du cerveau, vous accélérez, une onde lente à l'arrière du cerveau, vous ralentissez. Vous êtes capable aussi de prédire la rêverie éveillée et le blanc mental, toujours avec ces ondes lentes du cerveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces fluctuations de l'attention que vous pouvez voir pendant la journée, quand vous pensez à autre chose, quand vous pensez à rien du tout, en fait, quelque part, ça peut être aussi du sommeil. Et je vois qu'on me dit qu'il faut que je me dépêche, alors j'arrêterai là. J'avais prévu de vous parler des fonctions du sommeil, mais peut-être qu'on pourra en parler pendant la conversation. Oui? Non, mais les fonctions du sommeil, on peut en parler justement pendant les questions, s'il y a des questions là-dessus. Voilà. Donc, vous avez été à avoir des questions, parce que sinon, on aurait pu parler des fonctions du sommeil. C'est quand même gênant. Personne pour dire, mais à quoi ça sert, du coup? Bonne question. Le sommeil, bizarrement, donc, une réponse assez claire, ça pourrait être, c'est vital, puisque comme je vous disais, si on vous prive de sommeil, vous mourrez. Et avant de mourir, vous avez plein d'impacts sur l'esprit, le corps, etc. Et ça, c'est une technique classique de biologiste. Vous voulez savoir à quoi sert un truc, vous l'enlevez et vous voyez ce qui se passe. Le problème du sommeil, c'est que quand vous privez quelqu'un de sommeil, les gens vont vouloir dormir quand même. Et donc, on ne sait pas vraiment si on tue les gens à force de les avoir privés de sommeil ou via les techniques qu'on emploie pour les priver de sommeil. La privation de sommeil étant elle-même extrêmement stressante. Pensez Guantanamo. Et donc, au final, il y a aussi pas mal de scientifiques qui vont dire, mais au final, on n'a pas vraiment de preuve que le sommeil est si important que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de le supprimer, on stresse les animaux, donc peut-être qu'ils meurent tout simplement de stress. Et au fond, à quoi ça pourrait servir le sommeil? Alors, on a plein d'hypothèses. Le sommeil, ça serait important pour le métabolisme, notamment nettoyer votre cerveau, avec un phénomène de marée cérébrale qui viendrait ici nettoyer votre cerveau pendant que vous dormez. Il y en a qui disent non, c'est très important pour la mémoire. Notre cerveau dormant rejoue les souvenirs qu'on a emmagasinés pendant la journée. C'est important aussi pour oublier, etc. Il y a des gens qui disent que c'est très important pour les émotions, notamment les rêves, pour gérer la balance émotionnelle. Et en effet, quand vous privez de sommeil quelqu'un, on devient en général passablement irritable. D'autres disent non, c'est quelque chose qui a lieu à notre capacité à prédire notre environnement. Si on ne dormait pas, on aurait une sorte des choses qui viennent de l'apprentissage machine, on aurait cette tendance à se surentraîner à l'environnement et avoir des réponses non adaptées quand il y a des choses imprévues qui nous arrivent. Et le sommeil, justement, ça serait nous exposer à l'imprévu, à l'impossible, de façon à pouvoir entraîner notre cerveau à réagir à des choses qui n'existent pas. Donc voilà, vous avez comme ça certaines approches du sommeil. D'autres disent que ça va être la créativité. En effet, quand on dort, on peut avoir plus d'idées créatives. On a beaucoup d'exemples de découvertes scientifiques qui ont été faites pendant le sommeil. Et c'est des choses qu'on peut tester en laboratoire. Donc ça encore, c'est un travail effectué à l'Institut du cerveau, où on peut montrer des bénéfices du sommeil pour la créativité. Donc on a comme ça quelques idées de fonctions, mais je pense que si, bien entendu, tout le monde serait d'accord pour dire que le sommeil, ça sert à quelque chose, une question qui reste fondamentale, c'est pourquoi le sommeil serait apparu au départ, pourquoi il est nécessaire. Et ça demande peut-être de retourner à des organismes beaucoup plus simples, chez qui le sommeil serait apparu en premier. C'est-à-dire que les fonctions qu'on peut observer dans notre sommeil moderne ne sont pas forcément les fonctions qui ont poussé ou qui ont nécessité l'apparition d'un phénomène de sommeil à l'origine, on va dire, des animaux. Donc il y a ces questions derrière. À quoi sert le sommeil? En fait, tout dépend de ce qu'on veut dire. Est-ce que à quoi ça sert maintenant ou est-ce à quoi ça sert en général? Une autre question?
Non.